Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de Unity, mais on va également parler de contrôleurs ou de input, que ce soit le clavier, manette de jeu, souris, écran tactile, contrôleur VR. Alors tout ce qu'on va voir aujourd'hui va pouvoir s'appliquer avec n'importe quel type de contrôleur dans Unity. L'objet de la leçon est donc le nouveau input system. Contrairement au input que vous avez appris en 2J2, en 3J3, alors il y a une autre façon de faire qui permet de simplifier la vie. C'est peut-être un petit peu plus compliqué au départ, mais ça devient rapidement plus simple. Alors le nouveau input system, quels sont ses avantages ou comment est-ce qu'il fonctionne? Alors l'idée, ça va être de séparer la détection des touches peu importe que ce soit la souris, le clavier, une manette. Donc, on sépare la détection des touches du code. On peut également prendre en charge différents contrôleurs rapidement et sans avoir à coder spécifiquement pour chacun d'entre eux. Et un autre avantage du nouveau input system, c'est de pouvoir utiliser l'ensemble des touches particulière d'une manette de jeu, par exemple, ou d'un autre type de contrôleur, ce qui était un peu moins évident avec l'ancienne façon de faire. On va regarder, pour commencer, justement, l'ancienne façon de faire. Alors, j'ai un petit projet 2D ici, très simple. Un personnage qui se promène dans un environnement, il y a des ballons qui vont apparaître, et je peux faire éclater les ballons simplement en leur touchant, ou encore en tirant des balles. Alors, ça fonctionne, là, vous ne me voyez pas faire, mais je le manipulais avec le clavier. Ça fonctionne également avec la manette de jeu. Ah, je dois recommencer, voilà. Donc là, présentement, je contrôle avec la manette de jeu. Et je peux également sauter, tirer sur mes ballons. Alors, l'idée, c'est pas d'expliquer le fonctionnement de ce petit jeu-là, mais de regarder le code derrière pour la détection des touches. Alors, dans l'exemple ici, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'offrir la possibilité à l'utilisateur de jouer avec le clavier ou avec un gamepad. Alors, je suis présentement dans la fonction gestion de déplacement. Alors, vous comprenez que c'est ici que mon personnage se déplace. Et là, on voit une des problématiques de l'ancien input system, c'est qu'on doit détecter les différentes possibilités. Alors, je commence avec le clavier. Get key, et là, je vais chercher le key code, la touche D, même chose pour le right arrow parce que je veux que ça fonctionne également avec la flèche de droite. Et là, j'ai également ajouté l'axe horizontal. Alors, l'axe horizontal peut fonctionner avec les touches du clavier, mais c'est également une façon de détecter une manette de jeu, le contrôleur analogique d'une manette de jeu. On descend un peu pour voir l'équivalent pour le up arrow, la touche W. Dans ce cas-ci, ça doit faire sauter mon personnage. Donc, il peut pas se déplacer comme tel vers le haut et vers le bas, mais je veux qu'il saute. Alors, la touche flèche par en haut, W, ou encore le get button down jump. Donc, les trois possibilités génèrent la même chose. Et j'ai aussi la même chose pour le tir. Alors, la touche espace permet de tirer. Et également le button down fire 1. Puis là, vous allez dire, ça correspond à quoi fire 1? Ça correspond à quoi jump? Mais quand on travaillait avec l'ancien input system, on devait aller configurer dans nos project settings, dans la section input manager, là, vous les avez ici, tous les mots-clés. Donc, horizontal correspond à quoi? Il correspond à la touche gauche, à la touche droite. Mais on peut voir qu'il y a d'autres variantes de horizontal aussi. Par exemple, si je vais ici, et là on regarde un peu plus. Alors, horizontal avec un joystick représente l'axe des X. Et là, on pouvait choisir est-ce qu'on veut recevoir le input de tous les joysticks ou si on offrait la possibilité du multijoueur, joystick 1, joystick 2. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Mais par exemple, pour la touche Jump. Alors, si je vais voir Jump ici, alors je lui ai mis la touche espace. En fait, je pense que c'est la valeur par défaut. Et je dois avoir un autre Jump à quelque part. Et effectivement, ici, Jump, qui était activé par le joystick button 1.
Et là, croyez-moi, ça devient compliqué parce que, dépendamment de la manette que vous utilisez, si c'est un contrôleur Xbox ou PlayStation, ben la valeur ici est pas la même. Le bouton 1 correspond pas nécessairement au même bouton sur chacune des manettes. Et ce qui ajoute encore plus à la complexité, c'est que si jamais vous utilisez une manette Bluetooth, ben la valeur peut être différente aussi. Puis elle peut être différente dépendamment de la plateforme, sur Mac ou sur PC. Fait que ça devenait vraiment un gros casse-tête d'avoir un script qui prenait en charge toutes les possibilités, multiplateformes, multimanettes, etc. Le nouveau input system vient régler ces problèmes-là. Alors je vous dirais que son principal avantage dans un premier temps, c'est quand vous voulez travailler avec différents contrôleurs, différentes plateformes, Mac, PC, et vous voulez pas avoir à coder spécifiquement pour le fonctionnement d'une manette sur Mac, le fonctionnement d'une manette sur PC. Maintenant, on va regarder comment configurer, comment utiliser ce nouveau input system-là. Il n'est pas intégré par défaut dans Unity. Il faut aller installer le package. Alors, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va aller dans le menu Window, Package Manager. On va lui laisser le temps de charger. Et vous allez le trouver dans le registre Unity. Il suffit de chercher ici Input. Et celui qui nous intéresse, c'est le Input System. On voit la description ici, un nouveau Input System, blablabla. Bla, bla, bla. On va l'installer. Alors, ça va ajouter les composantes nécessaires au projet pour utiliser le nouveau Input System. Un petit avertissement normal ici, ça nous dit que le projet utilise le nouveau Input System, mais que le back-end de notre projet n'est pas configuré en conséquence. Est-ce que vous voulez redémarrer le projet? On va dire oui. Alors, Unity va se fermer et automatiquement, le projet va se réouvrir. Voilà, le projet est réouvert. On va aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Unity a fait automatiquement pour nous? Alors pour ça, il faut aller dans le menu Edit Project Settings, dans la catégorie Player, il y a beaucoup d'options ici, là vous allez dans Other Settings, et ce qui nous intéresse, c'est le Active Input Handling. Par défaut, en installant le nouveau input system, Unity est venu tantôt parce que j'ai dit OK, est venu choisir Both. Alors ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez travailler avec les deux input systems en même temps. Alors je pourrais continuer pour certaines actions d'utiliser le old, donc le vieux input manager, et pour certaines autres actions, entre autres en lien avec le déplacement ou le contrôle de mon personnage, utiliser le nouveau input system. Alors moi, je vous recommande de le laisser à Both. De cette façon-là, ça va vous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, finalement. Éventuellement, si vous travaillez juste avec le nouveau input system, ben, vous pourriez choisir cette option-là. Là, je vais pas le faire, on va rester à Both. Alors, l'étape suivante. À partir du moment où on travaille avec le nouveau input system, il faut se créer un asset, un nouveau type d'asset particulier qui s'appelle un input action. Alors, on va le créer ici dans l'onglet projet, input action. Il vous propose un nom par défaut. On peut le changer pour ce qu'on veut. Alors, ce asset-là, ça va être en quelque sorte un tableau qui va contenir l'ensemble des touches de input, donc des différents contrôleurs qui m'intéressent, et les actions associées. Alors, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir et vous allez pouvoir voir le tableau en question. Alors, ce tableau-là est divisé en 3 sections. Je dirais peut-être même 4 sections. On a le control scheme qu'on verra pas tout de suite. On a action map, action et éventuellement ici, il y a d'autres informations qu'on va pouvoir spécifier. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est se créer un action map. Alors, action map, et je vais l'appeler perso base. Alors, un action map, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va contenir l'ensemble des actions possibles prévues pour un type de contrôle. Par exemple, je pourrais avoir un action map qui, là, je l'appelle perso base, qui permet de contrôler le personnage normalement pendant qu'il est sur la Terre. Je pourrais avoir un action map avec une autre série de contrôles pour mon personnage quand il est sous l'eau. La plupart d'entre vous, vous devez connaître Mario. Donc, les contrôles peuvent varier dépendamment de l'environnement dans lequel on se trouve. Un autre exemple, je pourrais avoir un action map pour les déplacements de mon personnage. Je pourrais avoir un action map parce que j'ai un des tableaux où je dois contrôler une voiture, par exemple. Donc, ça va être d'autres contrôles à ce moment-là.
Mais à l'intérieur d'une action map, on va mettre plusieurs actions possibles. Dans le cas de mon personnage, j'avais 3 actions possibles, le déplacement, le saut et le tir. Alors, ces 3 actions-là vont être définies ici. Voilà, vous voyez, j'ai New Action ici, que je pourrais renommer déplacement. Je peux me créer une autre action ici. On a dit pour le saut et une autre action pour le tir. Maintenant qu'on a défini nos actions, et ça va être important d'associer une touche, un déclencheur qui correspond ou qui va activer cette action-là de déplacement. Et ça s'appelle un binding. Un binding, ça correspond concrètement à une touche du clavier enfoncée, à un bouton de la manette enfoncé, peu importe le contrôleur. Donc, c'est une action physique sur un périphérique qui va générer un message. Alors, pour le déplacement, on va commencer avec le clavier et je vais ajouter un binding. J'ai le choix entre un binding simple, on va s'en servir tantôt pour le saut et le tir, ou un binding positif-négatif. Donc, dans le cas d'une valeur qui varie positivement, négativement, comme le déplacement, dans ce cas-ci, gauche-droite, ben, on peut utiliser un binding positif-négatif. C'est ce que je vais choisir. Alors, s'ajouter un nouveau binding, celui qui est ici, je pourrais le supprimer. On voit que c'est un binding de type axe à une dimension. Et là, on va devoir déterminer quelle touche correspond au négatif et quelle touche correspond au positif. Alors, comme je suis sur le clavier, quand je m'en vais vers la gauche, je veux que ça soit négatif. Quelle est la touche qui correspond à ça? Ben, c'est soit la lettre A ou la flèche vers la gauche. Alors, je vais commencer avec la lettre A. On peut cliquer ici sur Path. Et là, vous pouvez choisir Keyboard et aller chercher la lettre qui vous intéresse. Puis vous voyez tous les contrôleurs qui sont disponibles et reconnus par Unity. Il y en a plusieurs. Mais la façon la plus simple, c'est vraiment d'activer le Listen et d'appuyer sur la touche. Donc, je vais appuyer sur la touche A. Et voilà, il l'a détecté. Et je veux que ce soit la composante négative de mon binding. Le positif, ben, ça va être la touche D. Alors, je choisis positif, je clique sur Path, Listen, j'appuie sur D. On veut que sur le clavier, il y a une autre combinaison de touches qui fonctionne pour le déplacement. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, je fais juste ajouter un autre binding, même type que tantôt, positif et négatif. Et on va lui associer les touches de la même façon. Donc, le négatif, ça va être flèche gauche, left arrow, et le positif, ça va être right arrow. Ici, je pourrais le renommer si je veux pour que ça soit plus clair. Touche AD, touche flèche. Mais c'est pas nécessaire de le faire. Alors, on a déjà 2 possibilités. Pourquoi pas ajouter tout de suite la manette? Alors, on va s'ajouter un autre binding. On doit s'assurer que la manette est connectée. Là, vous voyez, ma manette Bluetooth, elle s'était fermée automatiquement. Alors, elle est allumée, négative binding, et là, bon, pour le binding négatif, ben, je vais utiliser mon joystick en haut à gauche sur la manette, et je vais l'envoyer vers la gauche. Et vous voyez, il est allé chercher left stick, left, gamepad, parfait. Pour le positif, ben, je vais simplement y aller à droite. Et pourquoi pas ajouter la croix directionnelle tant qu'à y être. Hein? Il y en a qui préfèrent peut-être jouer avec la croix directionnelle. Alors, ben, je vais ajouter un autre binding, positif et négatif. Le négatif, j'appuie sur ma croix directionnelle vers la gauche. Positif, ma croix directionnelle vers la droite. Pour le saut maintenant, donc pour le déplacement, je pense que c'est assez complet. On a 4 possibilités. Pour le saut, on va venir faire notre configuration. On a un binding simple. Donc, c'est pas une valeur positive qui va varier. Je vais supprimer l'autre. Là, j'aurais pu utiliser celle qui était déjà là. La flèche par en haut. Là, évidemment, ça pourrait être autre chose. Alors, ça dépend des mécaniques de jeu. Je vais en ajouter un autre. La touche W. Et on va en ajouter un autre tout de suite avec la manette. Alors, disons que pour sauter, là, j'ai un contrôleur Xbox dans les mains. Je vais appuyer sur la touche A. Alors, le bouton South. Là, j'ai 2 possibilités. Vous voyez, bouton South Gamepad ou Xbox Controller. Si vous voulez quelque chose de plus générique qui va fonctionner sur tous les gamepads, je les ai pas tous testés, là, mais je l'ai testé quelques-uns et ça fonctionnait. On va choisir Button South. Alors ça, je pourrais en ajouter un autre si je veux.
Puis pour le tir, on va faire la même chose sur... Bon, j'en ai deux ici, je vais définir le premier, ça va être la barre d'espacement sur le clavier. Et sur ma manette, je vais prendre la touche Est ou le B si vous préférez, si vous avez un contrôleur Xbox. Et pourquoi pas ajouter un trigger à ça. Alors le trigger de droite va être détecté aussi, right trigger. Je pense avoir intégré toutes les possibilités de contrôle qui vont déclencher chacune des actions que j'ai définies ici. Et c'est ça qu'on va faire dans la prochaine étape. Actuellement, quand vous travaillez, vous détectez les touches, vous le faites dans le code directement. Si la touche A est enfoncée, ou que la touche left est enfoncée, ou que le left stick du gamepad est enfoncé. Alors ça devient lourd, laborieux d'écrire vos scripts. Là maintenant, on va pouvoir aller directement chercher l'action. Donc, peu importe la touche qui va déclencher cette action-là, ben nous, dans le code, on va pouvoir être en mesure de savoir est-ce que l'action de déplacement a été exécutée. Peu importe la source de déclenchement, et on va pouvoir réagir en conséquence. Même chose pour le saut, même chose pour le tir. Alors, allons voir comment est-ce qu'on fait la transition dans notre code. Juste avant d'aller dans le code, et c'est important de sauvegarder le travail qu'on a fait ici. On peut le faire manuellement, Save Asset, ou on peut encore cliquer Autosave, et là, ben, la sauvegarde va se faire automatiquement. OK, c'est sauvegardé. Maintenant, on peut aller voir comment procéder. Alors, nous voici dans une version un peu plus avancée du projet. Ça va nous permettre de gagner du temps un peu dans la démonstration. Ce qui est important de réaliser quand vous avez configuré votre input action, comme on le fait tantôt avec notre map perso base, nos 3 actions, les bindings qui correspondent aux actions. Quand vous avez sauvegardé ça, vous allez à l'intérieur de contrôle ici avoir pour chacun des actions que vous avez définies, vous allez avoir des références, donc des input action références que on pourrait utiliser dans certains cas avec certaines façons de faire. On le fera pas dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est important de comprendre qu'avec ce nouveau input système-là, il y a plusieurs façons de fonctionner. On peut fonctionner en générant une classe. Quand vous sélectionnez le input action ici, vous voyez, on a l'option de générer une classe C# et ça va créer un script qui s'appelle control et qui va contenir différentes méthodes qu'on pourrait utiliser pour prendre en charge là, le nouveau input system. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a d'autres façons de travailler avec le input system de façon un peu plus simple, je vous dirais, un peu moins de programmation et qui nous permettent d'avoir le même résultat. Donc la façon que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est en utilisant un component particulier. Alors, qui va permettre de faire le lien entre notre personnage, notre script et le nouveau input system. Alors, on a un component qui est déjà ajouté ici qui s'appelle Player Input. Vous allez le trouver quand vous faites Add Component, soit que vous le cherchez ici, Player Input, ou sinon vous allez le retrouver dans la catégorie Input. Et il y en a deux qui nous intéressent. Celui-là, on le verra un peu plus tard. Dans un premier temps, c'est le Player Input. Alors, le Player Input, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre notre personnage et notre nouveau input system. Il faut lui donner le bon action map, pardon, pas action map, mais le input action. Donc, il faut venir le glisser ici, contrôle. Default Shem, ici, on va choisir Any. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les Shem. Auto Switch aussi, on va y revenir plus tard. On peut choisir quelle est la configuration par défaut. Souvenez-vous qu'on a des maps, action map ici, perso base. Alors, c'est important de renseigner notre component sur quelle map on veut utiliser, perso base. Pour le reste, on va garder les valeurs par défaut. Et là, vous voyez que au niveau de la propriété Behavior, c'est écrit Send Message. Alors, on pourrait choisir autre chose, Broadcast, Invoke Unity Events, Invoke C# Events. Nous, on va travailler avec la valeur par défaut qui s'appelle Send Message. Alors, comment ça fonctionne? Ben, vous pouvez d'ailleurs le voir un peu en dessous ici. Send Message to Game Object, On Device Loss, On Device blablabla. Et là, vous allez en remarquer d'autres ici. On Déplacement, On Saut, On Tir.
Alors, ces valeurs-là ici, ce ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Elles correspondent à quoi? Ben, elles correspondent aux actions qu'on a définies. Déplacement, saut et tir. Je retourne ici. Déplacement, saut et tir. Alors, ce que ce component-là va faire, c'est qu'il va envoyer un message, il va déclencher une fonction qui doit être présente à l'intérieur d'un des scripts ici. Alors moi, je l'ai déjà mis, ça va être important de respecter exactement à la lettre sensible, majuscule, minuscule, le nom des fonctions ici. Alors si je vais voir dans mon nouveau script, alors on peut voir ici que j'ai créé ma fonction qui doit être publique, si on veut pouvoir la déclencher de l'extérieur, on déplacement. J'ai créé également une fonction on saut. Et là, je vous ai dit qu'elle devait être publique. Vous voyez ici, elle l'est pas. Alors, je me suis trompé tantôt. C'est pas nécessaire qu'elle soit publique. Même chose pour on tir. Alors, autrement dit, dans le script associé à votre personnage, vous allez créer des fonctions qui correspondent au nom des actions que vous avez mis. Automatiquement, le component player input va envoyer des messages au bon moment, c'est-à-dire quand le bouton est enfoncé, le bouton de tir par exemple, il va envoyer un message tir qui va être récupéré par le script ici. Même chose pour le saut. Donc dans ce cas-ci, mon saut fait juste activer une variable doit sauter qui est mise à true et dans mon update, je récupère cette variable-là et je fais sauter mon personnage. Pour le tir, ben, l'instanciation de la balle se fait ici, puis le déplacement aussi. Alors, on va tester pour le saut et pour le tir. Le déplacement fonctionne un petit peu différemment, fait qu'on va le regarder après. Rappelons-nous toutes les possibilités qu'on avait mis à l'intérieur de notre input action. Alors, pour sauter, il y avait la touche W, ça fonctionne. Il y avait la touche flèche par en haut, ça fonctionne aussi. Maintenant, donc, je prends mon contrôleur pour tester. La touche A fonctionne pour le saut. Pour le tir, maintenant, on avait la touche B, le trigger, et on avait également la barre d'espacement sur le clavier. Alors, tout ça fonctionne. Maintenant, pour le déplacement, c'est un petit peu différent parce que mon déplacement est un binding de type 1D avec une valeur minimum et une valeur maximum, -1 et 1. On pourrait la changer, mettre des valeurs plus grandes ou plus petites si on voulait récupérer ces valeurs-là et qu'elles soient plus hautes ou plus basses. Mais nous, on va se servir de la valeur renvoyée, positive ou négative, pour faire le déplacement du bon côté. Alors, la façon que ça fonctionne, on a notre action déplacement qui va nous renvoyer selon différentes touches, mais le principe est toujours le même, une valeur qui va varier entre -1 et 1. Comment récupérer cette valeur-là? D'abord, sur notre personnage, ça nous prend le player input. Ce component-là va s'assurer d'envoyer les messages au script. Donc, il va envoyer on déplacement lorsque j'utilise les touches de déplacement. Dans mon script, on déplacement, il n'a pas besoin d'être public comme on l'a vu tantôt. Alors, à partir du moment où vous devez récupérer une valeur envoyée par une touche, vous allez devoir mettre un paramètre ici de type input value avec le nom que vous voulez pour le paramètre. Là, c'est pas obligé d'être la valeur. Et pour récupérer, je vais enlever ça pour le moment, pour récupérer la valeur envoyée par la touche, donc -1 ou 1, vous allez vous servir de la valeur, donc du paramètre input value, et vous allez aller extraire cette valeur-là en faisant get float. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher -1 ou 1. Moi, je vais l'emmagasiner ici à l'intérieur d'une variable parce que je vais m'en servir à l'intérieur de mon update. Donc, je m'assure ici de récupérer le -1 ou le 1. Et dans mon update, plus précisément dans gestion de déplacement, je vous épargne les détails ici, mais j'ai ces deux blocs-là ici qui sont importants. Donc, si la valeur de déplacement est égale à -1, ça veut dire que je m'en vais vers la gauche. Alors, à ce moment-là, je vais flipper mon sprite du bon bord, puis je vais ajuster également une autre variable pour que mon personnage se déplace vers la gauche. Si la valeur retournée par le binding est égale à 1, ben, ça veut dire que je m'en vais vers la droite et je vais faire
le même principe, mais à l'inverse, flipper mon personnage de l'autre côté, et vous voyez ici que la vélocité X va être égale à la vitesse, et non pas à moins la vitesse, parce que je m'en vais vers la droite. On va le tester, et là, il faut tester toutes les combinaisons possibles. Clavier, touche D, touche A, ça marche. Clavier, flèche droite, flèche gauche, ça marche. Manette, joystick de gauche, ça fonctionne. Droite aussi. Et le D-pad gauche-droite, ça fonctionne également. Et je pourrais en ajouter 50 autres combinaisons possibles. C'est ça l'intérêt du nouveau input system. Alors, mon déplacement ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bindings possible, je pourrais en ajouter 10, je pourrais en ajouter 20, ça changerait rien à mon script au final. Alors mon script ici, je reviens à déplacement, lui il va toujours exécuter on déplacement lorsque, peu importe le binding qui est utilisé, déclenche l'action de déplacement. Voilà pour l'essentiel du nouveau input system. Alors juste avant de voir la possibilité du multijoueur, on va regarder les schémas de contrôle ou les control schemes en anglais qui permettent d'attribuer ou de gérer plus efficacement l'attribution des différents contrôleurs. Alors actuellement, dans la façon dont on fonctionne, alors avec notre action map perso base et nos 3 actions ici pour lesquelles on a mis différents contrôles pour les activer. Alors le joueur peut faire un ou l'autre. Alors, il peut passer, comme je le fais actuellement, du clavier à la manette. Là, j'utilise la manette. Et les deux sont fonctionnels. Ça peut être ce qui est souhaité, mais dans certains cas, on veut un peu plus de contrôle au niveau de la gestion. Comment attribuer un contrôle spécifique, un type de contrôle spécifique en fonction d'une sélection faite par le joueur. Alors à ce moment-là, on peut utiliser les schémas de contrôle. Il faut aller ici dans notre Input Action et ça va se passer ici. Là, on voit qu'on n'a pas de schéma de contrôle et on va pouvoir en ajouter. Alors dans ce cas-ci, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un schéma de contrôle spécifique pour le clavier et un schéma de contrôle spécifique pour la manette. On fait Add Control Scheme, on va l'appeler manette. Ici, on va attribuer le type de contrôleur qu'on veut associer à ce schéma de contrôle-là. Alors dans ce cas-ci, c'est la manette. Gamepad, voilà, on pourrait choisir un gamepad spécifique ou encore un gamepad générique. Et là, est-ce que c'est requis, est-ce que c'est optionnel? Pour le moment, on va le mettre requis, tiens. Je pourrais en ajouter plus aussi, là. Là, j'ai ajouté un gamepad seulement, mais je pourrais ajouter d'autres types de gamepad ou avoir un schéma de contrôle plus général aussi. Alors, j'ai ma manette ici, je vais en ajouter tout de suite un deuxième pour le clavier. On va ajouter ici le clavier, keyboard, requis, on sauvegarde. Alors, j'ai 2 schémas de contrôle. Maintenant, pour chacune de mes actions et de mes bindings, je vais toutes les ouvrir comme ça ici. Alors, pour chacun des bindings ici, je vais pouvoir l'associer à un schéma de contrôle en particulier. Alors, ici, je suis au niveau du clavier. Alors, je vais cocher clavier, clavier, manette. Et là, vous voyez, oups, il est disparu. Pourquoi? Parce que présentement, je vois seulement les contrôles du clavier associés au schéma clavier. Alors, je vais mettre All ici juste pour pouvoir les configurer correctement. Alors, c'est assez facile, ils sont identifiés de toute façon ici. Je sauvegarde. Alors maintenant, si je veux rapidement avoir un schéma de contrôle en particulier, sans voir tous les bindings associés à chacune des actions, ben je peux choisir clavier, et là je vois seulement ce qui concerne le clavier. Même chose pour la manette. On revient maintenant à notre personnage ici. Alors dans le Component Player Input, on voit ici qu'on a le Default Scheme, le schéma de contrôle par défaut. Alors on peut choisir Any, ça c'est un peu comme on avait tantôt, n'importe lequel des deux. On pourrait dire manette ou clavier. Et bien sûr, ça va être possible de le changer par programmation. On va y venir dans quelques instants. Alors je vais choisir manette. Si vous cochez Auto Switch,
ben là, ça va revenir un peu à ce qu'on avait tantôt. Donc, par défaut, c'est la manette qui va être activée pour le contrôle. Mais si j'utilise les touches du clavier qui permettent, par exemple, le déplacement, ben le switch va se faire automatiquement. Je vais le décocher. Et maintenant, si j'appuie sur Play, je dois m'assurer que j'ai une manette qui est branchée. Alors là, vous devez me croire sur parole, mais j'utilise présentement la manette et on voit que ça fonctionne. Si j'utilise le clavier, par contre, oh, ça ne marche plus. Et je pourrais faire la même chose, et ici choisir clavier, et ben j'aurai la situation inverse. Si Auto Switch est coché, alors je vais commencer avec le clavier parce que c'est mon schéma par défaut, mais dès que je vais utiliser l'autre contrôleur, Auto Switch étant activé, ben on va basculer à l'autre type de contrôle. Alors souvent dans les jeux, ce qu'on voit, là, je vais décocher Auto Switch, c'est à l'intérieur des préférences ou des paramètres du jeu, la possibilité de choisir soit le clavier, soit la manette ou encore un autre type de contrôleur. Alors, c'est possible par programmation de venir changer le schéma de contrôle actif pour le contrôle d'un des personnages. Alors, vous voyez ici, j'ai mis deux boutons, un bouton clavier et un bouton manette, alors qui sont ici dans mon canevas. Quand je clique sur le bouton manette, j'appelle la fonction change contrôleur bouton et je passe en paramètre le string manette. Même principe pour le clavier, j'appelle la même fonction, mais je vais passer en paramètre, cette fois-ci, clavier. Et c'est ce qui va me permettre ici, avec mon if, de détecter si je veux avoir la manette active ou le clavier actif. Alors, supposons que j'ai cliqué sur le bouton manette. Le paramètre reçu, type contrôleur, va être égal à manette. Et là, ce que je vais faire, c'est get component player input. Alors, quel est ce component? C'est celui-ci. Et là, ce que je vais aller changer, c'est le schéma de contrôle. On a une méthode qui s'appelle switch current control scheme. Change le schéma de contrôle actuel. Et je vais utiliser comme mot-clé gamepad.current. Alors, gamepad.current, ça fait référence au gamepad, à la manette qui est actuellement active. Et si jamais on avait plus qu'une manette, il faudrait alors aller chercher le gamepad 0 ou gamepad 1. On le verra là, dans l'autre exemple plus tard. Et si jamais le contrôleur que je veux activer ou le schéma de contrôle, c'est le clavier, alors à ce moment-là, je vais faire switch current control scheme keyboard current. Donc ça, c'est des mots-clés qui nous permettent d'aller chercher rapidement le clavier ou le gamepad qui est connecté. On teste le tout. Alors par défaut, c'est le clavier qui est activé. Ça fonctionne avec le clavier. Et là, vous voyez avec la manette, ça fonctionne pas. Je vais venir cliquer sur la manette. Et là, maintenant, la manette fonctionne. Le clavier ne fonctionne plus. Je clique sur le clavier fonctionne. La manette ne fonctionne plus. Alors voilà pour les schémas de contrôle. On va maintenant regarder l'option multijoueur que nous offre le nouveau Input System en combinaison avec deux components. Alors le component qu'on a déjà vu, le Player Input, et il y en a un deuxième qu'on va ajouter aussi. Comment est-ce qu'on va procéder? Alors à partir du personnage qui est correctement configuré avec ses scripts, avec son Player Input que je vais définir à manette par défaut, avec, tiens, la possibilité de auto switch, qu'on pourrait désactiver plus tard si on veut. Alors, je m'assure que mon personnage est correctement configuré et je vais en faire un prefab. Alors, je vous rappelle que pour faire un prefab, vous prenez un objet de la hiérarchie et vous l'envoyez directement à l'intérieur de l'onglet projet. Dans ce cas-ci, je vais le mettre dans le dossier prefab. Je vais supprimer l'instance maintenant de mon prefab qui est dans la hiérarchie. Et le deuxième component dont je vous parlais tantôt qui va gérer l'apparition des joueurs et l'attribution des contrôleurs aux joueurs, je vais mettre ça sur mon GameObjectVid qui s'appelle gestion. Pour le moment, il contient juste un audio source. Et je vais lui ajouter le component qui s'appelle Player Input Manager. Alors, ce qu'on va regarder ici, les différents paramètres, on va laisser ici Send Message. On verra tantôt comment est-ce que ça peut nous être utile. Et là, vous devez choisir quel est le comportement qui va lancer l'apparition d'un nouveau joueur. Alors, on a l'option Join Players when button is pressed, ce qui est une option facile. Join Player when Join Action is triggered ou manuellement. Alors nous, on va utiliser l'option quand un bouton est enfoncé et on doit spécifier quel est le prefab du joueur. Alors dans ce cas-ci, je vais prendre mon prefab et je vais le mettre ici. Cette option-là ici, Joining Enable by Default, on le laisse cocher si
je le décoche, ben, je devrais l'activer par programmation. On pourrait éventuellement limiter le nombre de joueurs, par exemple à 2 ou à 4. Dans ce cas-ci, je vais le désactiver. Et on pourrait même activer le split screen automatique en spécifiant un ratio, en donnant la dimension des rectangles. Alors, on verra pas cette option-là dans le tutoriel d'aujourd'hui, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo éventuellement. Pour l'instant, concentrons-nous à l'option de base. Alors, j'ai mon personnage Enable par défaut, puis si je regarde mon personnage ici, on voit que c'est la manette qui est activée par défaut. Pour le bien de la démonstration, j'ai connecté 2 contrôleurs, 2 gamepads. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Play. Alors, je n'ai pour le moment aucun personnage, et je vais appuyer sur un bouton de ma manette. J'ai un personnage qui apparaît, qui est contrôlé, bien sûr, par la même manette où j'ai pesé sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe si je prends ma deuxième manette et que j'appuie sur une touche? Pouf, instantiation d'un autre personnage qui est contrôlé par sa propre manette, celle qui a pesé sur le bouton. Et là, ben là c'est difficile pour moi d'utiliser 2 manettes en même temps, mais on va faire ça comme ça. Alors, les 2 joueurs ont exactement le même fonctionnement, chacun étant contrôlé par sa propre manette. Si maintenant je me déplace sur le clavier et j'appuie sur la barre d'espacement, un 3e joueur se joint à la partie, un contrôlé par le clavier et les 2 autres par les manettes. Et ainsi de suite, on pourrait comme ça multiplier le nombre de joueurs. Alors vous voyez que ça devient fort intéressant d'utiliser ces 2 components-là pour avoir du couch co-op facilement. Dans les autres options qui peuvent être intéressantes au niveau du manager, donc le Player Input Manager, alors si vous voulez contrôler le bouton précisément qui va activer la création d'une nouvelle instance du joueur, alors par défaut c'est n'importe quel bouton de la manette. On pourrait choisir ici Join Player ou When Join Action is Trigger, et là à ce moment-là vous pouvez ajouter une action. Alors, un peu comme on le faisait avec notre tableau tantôt. Alors, je vais ajouter un binding. Et supposons que je veux ajouter la touche, je sais pas, la touche Start de ma manette. Alors, j'ai mon binding ici. Je vais utiliser Listen et je vais appuyer sur la touche Start. Voilà, le filtre est appliqué et j'ai maintenant la touche Start. Je pourrais en associer une autre si je voulais en lien avec le clavier. Alors, faisons-le. Même principe, on va se servir du Listen et je vais appuyer sur la touche Entrée. Return, Enter, voilà. Et à ce moment-là, quand je vais appuyer sur Play, si je me sers du clavier, j'appuie sur la barre d'espacement comme tantôt, on voit que là, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que j'appuie sur la touche Enter. Et là, j'ai un joueur qui apparaît. Même chose avec la manette. Il se passe rien si j'utilise les sticks ou même la touche A ou B. Il faut vraiment que j'appuie sur Start. Et mon joueur va être instancié. En terminant, si vous voulez qu'il se passe des choses en particulier au moment où l'instanciation se fait, ou encore au moment où il y a un connecteur, une manette qui est débranchée, ben, si vous regardez en haut, vous voyez dans l'option Notification Behavior, automatiquement OnPlayer Join et OnPlayer Left vont être appelés au moment où respectivement un joueur est créé ou encore qu'un joueur quitte. Donc, son contrôleur est débranché. Le message va être envoyé sur l'objet qui possède le Player Input Manager. Alors, ça nous prend un script ici pour intercepter l'événement et ça nous prend la fonction OnPlayerJoin qui va recevoir de l'information sous forme de paramètres de type Player Input. Et là, ben, je pourrais faire plusieurs choses. Dans ce cas-ci, j'ai simplement fait un print info.devices 0 pour avoir la référence, le nom du contrôleur qui est utilisé. Alors par exemple ici sur les manettes, on l'a vu ici, le keyboard, je vais le refaire pour que vous le voyez bien. J'appuie sur retour, donc ce joueur-là, on sait qu'il est contrôlé par le clavier. Si j'utilise la première manette, alors on voit le nom du contrôleur. Deuxième manette, un nom qui est très semblable, c'est 2 manettes identiques, mais on voit qu'il y a quand même une différence ici, Wireless 1, Wireless tout court. Et bien sûr, vous pouvez également vous servir du script du personnage dans le Start ou le Awake pour qu'il y ait certaines choses qui soient faites au moment où un joueur est instancié.
Par exemple, personnaliser son apparence. Ça pourrait être ça, ou déclencher un son, ou ce que vous voulez. Voilà, je pense que ça fait le tour pas mal des possibilités de base. C'est sûr qu'on pourrait pousser davantage, entre autres avec le split screen automatique. Mais comme je vous le disais tantôt, peut-être qu'on reviendra avec un deuxième tutoriel sur le sujet. Allez, au revoir!